Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ces 2 journées de prospective sur l'université et la recherche et leur refondation plutôt que leur destruction. Le séminaire politique des sciences et ROG ESR, qui co-organisent ces journées, remercie l'Institut Henri Poincaré de nous accueillir, de permettre ces journées. Le séminaire politique des sciences, depuis, je crois, bientôt 10 ans maintenant, au moins 8 en tout cas, c'est un lieu d'enquête, de réflexion collective sur les réformes de l'enseignement supérieur, un lieu qui tente de proposer des mises au point critiques, informées par les avancées de la science sur certaines questions qui débordent largement les cadres disciplinaires, un lieu aussi d'auto-formation collective qui permettent de comprendre ce qui nous arrive, que l'on parle de neurosciences, des usages de la biologie dans le débat public, des transformations du publish au perish, ou de certains scandales de fraude, de ce qui révèle par exemple des transformations de nos univers. ROG ESR, depuis plusieurs années, se bat avec d'autres, le groupe Jean-Pierre Vernant, et puis d'autres mouvements avec lesquels on va dans le même sens, me semble-t-il, malgré les différences, que ce soit Fac en lutte ou d'autres, contre la démolition, alors parfois incrémentale, parfois sous forme d'accélération brutale, comme la séance d'avant-hier à l'Assemblée nationale nous en a donné la preuve, contre la démolition des institutions qui permettent que la science et l'université soient au service du bien commun, qui permettent aussi de dire le vrai sur le monde, ce qui suppose une projection dans le temps long et sur les statuts qui permettent ce rapport au temps long. C'est-à-dire l'exact inverse de la loi de programmation pour la recherche scientifique, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale dans la nuit de mercredi 23 à jeudi 24 septembre. Une loi promue par les ministres à un carteron de députés qui tournent le dos à la communauté savante, à ces alertes répétées face au danger de cette énième réforme toxique dans ses effets, indigente dans sa conception, soutenue par des gens qui font du darwinisme social le dernier chic de l'innovation, et dont la promesse d'augmentation de crédit sur 10 ans n'engagera que ceux qui veulent bien y croire, puisqu'elle n'aura aucune force contraignante sur le déploiement de ces crédits dans les années à venir. Mais la loi n'est pas encore passée, plusieurs échéances nous attendent. Alors, une échéance qui est celle de la nomination très prévisible de Christian Coulon à la tête, Thierry Coulon, et pourtant on le connaît, à la tête de l'HCERS, annoncée pour le 15 octobre, malgré la mobilisation de la communauté scientifique face à ce simulacre de consultation, l'examen de la loi au Sénat en octobre, et puis cette année, on le sait tous, a été riche en mobilisation, du mouvement des revues, au mouvement des Fac en lutte, en passant par Camille-Nous, aux candidatures à l'HCERS, et j'en passe. Et nous pensons avec effarement à ce qui frappe déjà les précaires, à ce qui attend les jeunes, même les moins fragiles de ces jeunes, on ne parle même pas des plus fragiles, en pensant aux années de précarité, de promotion de soi, de soumission de projet et de soumission tout court qui les guettent. Je voudrais vous lire un extrait d'un courrier qu'on a reçu d'un étudiant bientôt doctorant qui nous a écrit au moment du passage de la loi. C'est juste un extrait de tout ce qu'il nous disait. Bonsoir. Ceci est une réaction à chaud. Je suis pris cette semaine d'une émotion très forte. Après ces mois de lutte contre la LPPR, de discussions, de tribunes, de contre-tribunes, le projet de loi passe un peu plus d'une semaine en commission, puis c'est déjà le passage en séance. Des sujets d'une importance énorme sont balayés d'un revers de main par un rapporteur ou la ministre. La destruction programmée de l'avenir des jeunes chercheurs s'impose à nous, dure, froide, tranchante, amère, ligne après ligne, amendement rejeté après amendement rejeté, question ignorée après question ignorée. Elle tombe, et nos espoirs avec. Les chercheurs eux-mêmes n'ont même plus le temps ou l'énergie de se mobiliser. Le rassemblement devant l'Assemblée nationale hier était presque ridicule. Le manque de respect allait jusqu'à l'interdiction de mettre un pied sur les ruelles adjacentes à notre petit terre-plein, ruelles qui n'avaient même pas été coupées. Voir son avenir ainsi passer au lance-flammes néolibéral dans l'indifférence générale et d'une violence inouïe, tout cela, je ne vous l'apprends pas, évidemment, mais j'ai besoin de l'écrire. C'est un futur doctorant qui écrit ça. Alors oui, aujourd'hui, nos pensées vont d'abord aux précaires et aux doctorantes futures, sacrifiés de cette réforme. Dans cette période crépusculaire, plus il pleut, où une réforme se met en place à marche forcée, alors que des universités en pleine crise sont mises à genoux par une rentrée épuisante en plein Covid, les paroles de Philippe Mirowski, le philosophe et historien de la pensée économique, résonnent terriblement. Never let a serious crisis go to waste.
Ne jamais laisser perdre une bonne crise. C'est ce que font les managers de la réforme. Mais rien ne nous empêche de faire de même, de nous saisir aussi de cette crise pour, dans ces moments qui sont parfois les pires, tenter de mettre à distance, par la pensée, par l'écrit, ce qui nous est fait. Alors il ne va pas s'agir de décortiquer et critiquer le système pour la énième fois, ça on a l'habitude de le faire, mais de tenter d'amorcer une description d'un système qui mêlerait utopie concrète, programme à 15 ans, éthique des interstices, qui sait. Une façon aussi de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que ce que subit l'université française a été vécu par beaucoup d'autres, que nous sommes capables de maintenir la braise sous la cendre, de faire le gros dos le temps qu'il faudra, parce qu'il ne s'agit pas seulement de nos statuts de chercheurs et enseignants-chercheurs, peu de chance de toute façon que la société dans son immense majorité s'en soucie, mais précisément de la société et de ses besoins, de la société que nous voulons. Et je vais passer la parole à Bruno Andreotti, qui est co-organisateur du séminaire de politique des sciences, pour une plus longue introduction que celle-ci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez malgré le filtre du foulard? Ouais. Ce que veut, dans son écrasante majorité, le monde académique, universitaire et chercheur, on le sait très bien, c'est facilement résumable, des moyens, des postes de la liberté, et tout ça, finalement, se regroupe dans l'idée de l'autonomie du monde savant par rapport à tous les pouvoirs, pouvoir politique, pouvoir religieux, et j'ai une pensée pour la collègue emprisonnée en Iran, et pouvoir économique, à l'évidence. Cette idée d'autonomie, pour qu'elle soit rendue effective, elle demande non pas des libertés qui ne s'appliquent que dans les cas extrêmes, mais une liberté effective. Ça signifie que chaque chercheur doit avoir les moyens de son autonomie de recherche et de pensée, c'est-à-dire une liberté dite positive. Si on regarde l'histoire de l'université depuis le Moyen-Âge, eh bien, on constate que cette idée d'autonomie ne correspond pas à une réalité vécue et qu'il n'y a jamais eu le moindre âge d'or de l'université et de la recherche, mais toujours une tension entre le monde savant, le monde universitaire, et les pouvoirs dont son exercice dépend. Et cette tension, elle se fait entre des mouvements d'autonomisation et des mouvements de reprise en main. À l'évidence, on vit depuis 20 ans un mouvement de reprise en main. Les phases d'autonomisation, on les reconnaît très facilement, ce sont tous les moments dans lesquels, venant de la société ou venant du monde savant, l'université et la recherche ont été capables de se montrer utiles socialement. Dès lors que nous sommes utiles socialement, eh bien, la société est prête à nous accorder la liberté d'exercice que nous voulons. De sorte que l'ensemble de la discussion des 2 jours va s'organiser autour d'une inversion de la question. Non pas qu'est-ce que nous voulons, puisque on ne cesse de le répéter dans le désert sans avoir le moindre relais politique, ou presque, et pratiquement pas de relais médiatique non plus, et a fortiori, on ne touche ni les étudiants, ni leurs familles, ni la population en général. Et par conséquent, donc l'idée, c'est de tout basculer et se demander quelle est l'utilité sociale de l'université et de la recherche, maintenant, mais surtout dans une projection souhaitable pour nous. Ceci, de notre point de vue, c'est le complément nécessaire à l'autonomie du monde savant, qui est sa responsabilité devant la société. Et une fois qu'on a dit ça, c'est ce que je vais un peu développer, on n'a pas dit grand-chose à part mettre un mot qu'il faut explorer pour savoir en quoi, qu'est-ce que ça signifie que les savants soient responsables devant la société. Alors, la nature de cette responsabilité, eh bien, c'est une question d'ordre politique, c'est-à-dire que lorsqu'une société change d'imaginaire dominant, eh bien, elle ne demande pas la même chose à l'institution qui crée, transmet, conserve et critique les savoirs
c'est une évidence. Donc on est en ce moment dans une phase d'hégémonie culturelle particulière. Il se peut qu'il y ait des changements de société. En tout cas, on aspire les uns et les autres à faire changer la société. Et le principe de responsabilité va s'articuler politiquement avec l'imaginaire qu'on souhaite avancer. Une chose qui est très intéressante historiquement, c'est le temps sur lequel l'institution est capable de bouger. Si on prend 68, eh bien, on a un mouvement éclair, c'est-à-dire qu'en un été, on est capable de créer Vincennes et Dauphine, et je pense que c'est le seul cas historiquement dans lequel il y a eu un mouvement, mais un mouvement minime, en 2 mois. L'effet de 68 massif, c'est 1984, la loi Savary. Ça veut dire 16 ans entre le plus grand mouvement social de l'après-guerre et sa concrétisation avec un certain nombre de libertés, la création des UFR, etc. Aghion-Cohen, qui est la théorisation de tous les changements institutionnels depuis 12 ans, eh bien c'est 2004, ce qui signifie que, à nouveau, instituer des changements macroscopiques de l'institution, ça prend longtemps, 16 ans là, et on est à peu près qu'à mi-chemin du programme d'Aghion-Cohen. Donc, cette perspective elle est évidemment désespérante pour les jeunes chercheurs, puisque ce dont on va discuter, ce sont des changements, et pour les vieux chercheurs, dont je suis, ce sont des changements qui ne peuvent guère être effectifs sous quelques mois, et pour les gens qui ont mon âge, dont on ne verra jamais les effets. Et pourtant, il faut bien que ce travail de création politique soit entrepris à un moment, sinon ils n'arrivent jamais. Quel est l'imaginaire politique d'Aghion et Cohen? Eh bien, pour Aghion et Cohen, ils s'inscrivent dans une perspective schumpeterienne. Le rôle de la recherche est très clair. Il est de créer des produits d'innovation, de créer de la valeur. Et comme pour créer de l'innovation, des recherches disruptives, ça ne se commande pas, Aghion le sait, eh bien, il faut confier ça à la sphère publique parce que le privé n'a pas les forces pour faire tout ce que la recherche fait pour que de temps en temps, il y ait des percées. Et Aghion et Cohen pensent donc que 10 universités sur lesquelles on concentre tous les moyens, eh bien, c'est l'idéal pour créer un système de recherche au service de l'innovation et de l'entrepreneuriat schumpeterien. Et alors, que fait-on des 90 autres universités? Eh bien, il s'agit de les transformer en toute autre chose qu'une université. Et comme, selon le principe néolibéral, eh bien, plutôt que de décider en haut de l'État ce qu'on va faire des 90 universités qui ne sont pas de recherche intensive, eh bien, on va créer un marché des compétences et on va laisser les clients des universités, les étudiants, décider de quelle offre de formation est la plus intéressante pour, à l'avenir, en extirper des revenus sous forme salariale ou autre. Donc, voilà l'imaginaire dans lequel on se place. Pourquoi il arrive à ça? Eh bien, pour une raison assez précise et qui est très très rude à analyser. Tant que on a suivi la trajectoire de l'après-guerre, les 30 glorieuses, l'ère fordiste, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien, l'université démocratisée, l'université de masse, a été parfaitement cohérente puisqu'elle créait de la classe moyenne, elle créait de la richesse et il y avait assez de richesse pour tout le monde. Et le mur du chômage de masse a fait perdre son sens à l'université, non pas pour nous qui enseignons, ça a parfaitement un sens d'entrer dans un amphi et de faire cours, mais pour une fraction de la société, en tout cas ceux qui l'expriment, qui sont les penseurs comme Aghion et Cohen, qui ne voient plus d'utilité sociale à l'essentiel de l'université, 9/10. Face à ça, il y a une demande des étudiants. Cette année, on a 55 700 étudiants qui arrivent à l'université.
La simple démographie nous dit que c'est plus 30% entre 2010 et 2025, 400 000 étudiants. Si on reste raisonnable, c'est-à-dire qu'on met l'unité universitaire à 20 000, rien que pour cette année, c'est 3 universités qui manquent. Et elles ne sont pas créées de facto. Alors pourquoi ça boite? Eh bien parce qu'en même temps qu'il y a cette ligne, il y a une sclérose du milieu universitaire, une forme de conservatisme qui conduit à ne pas avoir beaucoup bougé de la période dans laquelle l'université avait une fonction sociale très très précise, c'était former des enseignants, préparer à la grègue, et par conséquent avoir une formation disciplinaire dans laquelle eh bien, on étale toute une discipline, et c'est ça qui est transmis. Et on sait bien que ça prend du temps parce que toutes nos disciplines contemporaines ont des coûts d'entrée qui sont faramineux. Pour apprendre la physique, il faut 5 ans d'études supérieures pour maîtriser à peu près. Quoi. Donc, tout est organisé autour de ça, et finalement, la question à laquelle répondent Aghion et Cohen, c'est l'université de masse. Ça ne va pas, parce qu'il nous faut garder peut-être 10 universités encore organisées de manière disciplinaire pour former de haut niveau scientifique et de la recherche, mais toutes les autres, il faut qu'elles fassent autre chose. Donc cette question, il faut absolument qu'on l'intègre. Que devons-nous enseigner? Quel sens ça a d'enseigner? Pourquoi est-ce que finalement l'enseignement pluridisciplinaire, qui reste un mot d'ordre, n'est jamais entré dans les faits, dans des formations originales? Pourquoi est-ce qu'on manque tant d'imagination pour répondre à ça? À quoi sert l'université? Évidemment, notre réponse ne va pas être celle d'Aghion et Cohen, elle ne peut pas être d'ordre économique. Il faut qu'on invente l'utilité sociale de l'université et de la recherche en même temps que s'invente le monde à venir qui aura cette université. C'est une co-construction de l'un l'autre, évidemment. Par exemple, aux États-Unis, l'invention de l'université de masse, c'est l'invention de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est l'université, et réciproquement. Elles se co-inventent mutuellement. De sorte que penser un système à venir, ça s'articule autour forcément d'un projet de création politique qui englobe l'idée de société qu'on se fait. J'en donne une qui m'amuse. Ah, pardon, j'ai oublié de citer l'origine de tout ce que je vais raconter. C'est qu'on a écrit une petite tribune qui sort demain ou après-demain en ligne dans le Monde et dans le Monde daté de mardi, avec un certain nombre de co-auteurs qui sont ici et là, que j'essaye de développer un petit peu. J'ai fait cette gaffe en démarrant. Une des choses qui est intéressante, qui m'intéresse comme perspective, c'est qu'une réponse à la société de chômage de masse, c'est l'idée selon laquelle on puisse entrer dans une société du temps non contraint, du temps libéré, c'est-à-dire une société dans laquelle on élimine tous les bullshit jobs, dans lequel on n'est plus qu'un emploi qui soit utile à la société, une sphère productive qui réponde aux besoins de la société, et on s'arrête là. Si on quantifie pas trop mal, qu'est-ce qu'il faudrait pour atteindre ça? Bon, ça demande de réindustrialiser la France sous une forme plus robotisée que par le passé, mais on peut arriver facilement à n'employer que 20 ou 25% du temps salarié actuel pour répondre aux besoins de la société, d'autant qu'il faut les réduire assez drastiquement pour passer le tournant climatique. Donc, que faire dans une société dans laquelle tout le monde disposerait de 4 fois plus de temps que maintenant? Cette réponse est vertigineuse. S'il s'agit de s'abrutir derrière un écran, la société qu'on imagine est un cauchemar. Or, que peut-on faire de tout ce temps libéré? Eh bien, avoir une vie, des existences plus riches, des existences fondées sur l'expérimentation. Et bon, voilà une piste de ce à quoi peut servir une université qui soit pas au service de sphères productives, mais au service d'une société qu'on peine à imaginer, tant cette obsession du chômage de masse est grande. Une seconde question qui nous intéresse collectivement depuis
un certain temps, c'est de penser une université à venir à partir des grandes crises que traverse la nôtre. Il y en a trois qui sont particulièrement visibles. La crise démocratique, il suffit d'avoir regardé 2 heures le débat de la loi recherche pour constater l'absence totale de réalité de l'idée de démocratie libérale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le moindre débat, pas un échange qui est conduit à quelque chose. On a une machine à voter des textes, et bon, ça c'est à notre échelle, mais on voit bien que explosent partout des revendications d'appel à une démocratie plus proche des concepts de démocratie comme Castoriadis ou même Rosan Vallon ont pu les écrire. On a affronté une crise climatique à l'évidence phénoménale devant nous, l'érosion de la biodiversité allant avec, et on a une crise sociale ou économique, les deux étant parfaitement couplés, que je viens d'évoquer avec ce problème immense du chômage de masse, dont je ne crois pas qu'on puisse ne pas l'intégrer dans une réflexion sur ce qu'est l'université. Une autre question, imaginons qu'on ait résolu ce problème et qu'on ouvre 3 universités de sorte à absorber cette année 55 700 étudiants. Bon, ça pose une question, combien ça va coûter? Ça sera évoqué demain de faire un chiffrage pour avoir des idées de ce que ça représente, de faire le minimum pour accueillir les étudiants qui ont envie de faire des études. Mais où les accueillir? Alors là, on a quelque chose qui arrive de l'histoire qui est particulièrement frappant, c'est que le système napoléonien à l'opposé de tous les systèmes dans le monde, je n'en connais pas d'autres qui soient comme le nôtre, est concentré en Île-de-France et à Paris. Pratiquement partout ailleurs, les grandes universités sont dans des villes de taille très modeste, ce qui a énormément d'avantages sur notre système de concentration parisien. Ces avantages, et qui guident donc où est-ce qu'on construirait 3 universités cette année, eh bien, c'est que dans les villes moyennes, les étudiants sont amenés à sortir de leur milieu familial. Parmi les héritages historiques beaucoup plus récents, le plan Université 2000 a été l'un des plus grands ratages possibles, en ayant l'idée qu'il faut construire les universités à côté du domicile des parents des étudiants. La simple idée d'autonomie dit qu'il faut des cités universitaires et d'un réseau ferré secondaire, de sorte à ce que les étudiants ne soient pas dans leur milieu familial quand ils font leurs études, mais dans un milieu d'étudiants. Donc, des villes moyennes, c'est intéressant, ça abaisse les coûts très, très fortement, les coûts des centres urbains sont énormes. Et troisième intérêt, eh bien, nous avons un besoin urgent d'universités expérimentales, c'est-à-dire qui s'affrontent à cette question, qu'est-ce que nous enseignons aujourd'hui, qu'est-ce que nous enseignons pour demain. On sait que Vincennes n'a pas du tout produit les choses qu'on imagine dans l'imaginaire gauchiste. Ça a produit des choses tout à fait concrètes, ça a importé tout un tas de choses qui étaient expérimentées à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Et ça a été une forme d'avancée assez rapide, de changement assez rapide induit dans le système total. L'idée d'université expérimentale signifie d'assumer pleinement l'idée d'autonomie locale, c'est-à-dire qu'on n'est pas des universités qui soient sous contrôle d'État de manière homogène. Elles peuvent être traitées de manière homogène, mais avec comme principe premier l'autonomie des chercheurs, des universitaires, des enseignants-chercheurs. À cette occasion, une autre chose qui a disparu curieusement depuis le Moyen-Âge, au Moyen-Âge, la pérégrinatio, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'ensemble des centres universitaires n'étaient pas les mêmes, qu'ils étaient différenciés dans ce qu'ils offraient par leur simple conception autonome, eh bien, on devait aller marcher ou à cheval d'une ville à l'autre en se promenant
Et cette idée-là s'articule assez bien avec celle de petits établissements autonomes, à taille humaine, qui soient non plus dans une structure verticale facultaire comme dans le modèle hérité de l'après-guerre, de l'ère gaulienne, et qui ont été remis au goût du jour, puisque les facultés sont revenues, mais dans une idée d'avoir des entités qui peuvent partager des services, mais qui sont sans structure de surplomb décisionnaire, c'est-à-dire sans bureaucratie au sens de Weber. Donc voilà quelques fantasmes pour s'ouvrir un peu de soleil dans cette phase morose.